Signal FM 90.5, www.signalfmhaiti.com. Nous sommes avec Madame Martine Libertino dans le cadre de l'émission Former, Éduquer, Vivre de l'Association professionnelle d'école privée. Alors, comme promis, Madame Libertino, la devise que l'on lit sur le drapeau haïtien, l'union fait la force, ainsi que les emblèmes. Comment est-ce que vous les voyez? Parce que moi, je trouve une contradiction entre la devise l'union fait la force et les armoiries, comme on dit. Nous avons des drapeaux qui sont dos à dos, nous avons des canons qui sont dos à dos, nous avons des boulets qui signifient l'immobilisme. Comment est-ce que vous interprétez tout ça? Au premier regard, cette phrase « l'union fait la force » est très positive. Parce que l'union, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, au premier abord, l'union veut dire nous sommes ensemble, nous sommes solidaires, nous nous aimons et nous formons un pays heureux. Ça devrait en tout cas vouloir dire cela. Et il est évident que, vu sous cet angle-là, l'union fait la force, évidemment dans le sens positif. Ça veut dire que cette union crée un clan qui va réussir par sa détermination, par sa volonté, par sa puissance. Donc jusque-là, je pense que cette phrase est parfaite. Et il est intéressant de voir que nous interprétions cette phrase avec ce que j'appelle notre conscience, c'est-à-dire ce qui est juste en nous et ce qui ne nous fait pas souffrir et qui sont justement nos qualités, qui nous permettent de faire de bons choix dans la vie. Et si nous interprétons avec notre subconscient cette phrase, eh bien, nous allons voir ce que vous avez cité dans le drapeau, dans justement la configuration du drapeau, puisque vous avez parlé de boulets, vous avez parlé de canons, et là, nous parlons de violence. Donc, en fait, cette union par la force, par le dessein, nous montre que cette phrase a été interprétée avec justement un sentiment d'injustice, avec la colère d'un peuple qui n'a pas dirigé ses programmations émotionnelles, qui n'a pas réglé son passé et qui a encore peur d'être trahi, d'être agressé, et qui est donc dans le fameux contrôle dont je parlais lors de notre première émission. Et même encore, quand je vais insister là-dessus, quand vous regardez les armoiries, vous voyez, de par la disposition des canons, la disposition des drapeaux, ils sont dos à dos. C'est très symbolique. Ce qui est un signe de division interne. Tout à fait. Et en même temps, vous parlez d'union qui fait la force. C'est qu'il y a une contradiction entre la devise et ce que disent les armoiries. Parce dès qu'il y a une interprétation émotionnelle, il y a toujours contradiction. Il n'y a jamais une interprétation émotionnelle qui amène une personne à être finalement en accord avec ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense ou ce qu'elle voudrait. Ce qui veut dire qu'il y a un désir d'union, mais le désir n'étant pas la connaissance des besoins que nous avons pour parvenir à cette union, à ce moment-là, le résultat est la division, au lieu que nous ayons cette union, alors que le désir au départ était là, parce que cette phrase est très belle. Mais de nouveau, nous revenons exactement aux symptômes et aux causes dont je parlais tout à l'heure, quand on parlait de l'Afrique du Sud. C'est que, en voyant les symptômes, nous allons parler de cette union qui fait la force, et nous le voulons, nous le désirons, mais nous ne savons pas très bien comment y parvenir, parce que c'est un symptôme, en fait. Et il faudrait aller voir la cause, justement, de ce désir qui vient d'une désunion, pour pouvoir soigner cette désunion par la responsabilité que nous avons à voir les erreurs du passé, à voir la souffrance que nous avons, à voir les programmations émotionnelles qui font que nous avons une dépendance au passé, que nous avons une dépendance à la souffrance, et que finalement, par notre attitude intérieure, sans le savoir, inconsciemment, nous perpétuons notre souffrance parce que, inconsciemment, nous ne méritons pas finalement d'être heureux. Donc, je vais me battre, je vais parler de mon pays, je vais vouloir apporter la justice dans mon pays, mais comme c'est dans le combat, automatiquement, ça ne peut pas se manifester parce que je suis sûre qu'on va de nouveau venir me trahir, je suis sûre qu'on va de nouveau me faire du mal, et donc je l'attire par cette assurance et par la peur que cela revienne. Et en même temps, au milieu des armoiries, vous avez le palmiste, la flèche du palmiste avec le bonnet phrygien.
qui signifie la liberté. C'est vraiment le cas de dire un amas de contradictions. Mais en fait, je ne dirais même pas que c'est une contradiction, parce que pour moi, ce désir de liberté chez le peuple haïtien, c'est une qualité au départ. Vous voyez ? Alors il y a contradiction de nouveau dans l'interprétation d'une qualité d'un peuple qui a raison de posséder cette qualité. Parce que je vois, depuis que je vis en Haïti, je vois à quel point cette liberté pourrait être utile au peuple haïtien. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à cette liberté et grâce à sa capacité de vouloir diriger son pays qu'il a une dignité. Je parlais tout à l'heure justement, lors de la première émission, je parlais de cette difficulté chez certains peuples à sortir de la passivité, à sortir de l'obéissance, que je ne vois pas justement en Haïti. En Haïti, je vois un peuple fier, qui ne veut pas justement se soumettre, mais son gros problème, c'est qu'il est passif, non pas en obéissant aux autres, il est passif à sa propre souffrance. C'est ça la subtilité, vous voyez. Ce qui veut dire qu'il a un grand désir. La population a un grand désir de liberté, elle a un grand désir de se libérer de sa dépendance, soit à un gouvernement, soit aux ONG internationales. Donc elle veut construire son propre pays. Mais en même temps, par manque de rigueur, par manque d'amour pour elle-même, en fait, elle ne peut pas parvenir à cette liberté. Donc, si cette liberté, je dirais, est représentée dans le drapeau, de nouveau, c'est bien, mais à condition qu'elle puisse comprendre les causes, justement, de ce manque de liberté qu'elle voudrait avoir pour pouvoir, justement, soigner les symptômes. Maintenant, disons, faisons un peu d'actualité pour illustrer tout ce que nous disons. Les élections. Comment voyez-vous le comportement d'abord de ceux qui pensent être les meilleurs, je parle des candidats, ceux qui ne mentent pas, et le comportement maintenant des éventuels électeurs? Je vois beaucoup de passion. Je pense que c'est la première chose que je pourrais dire, puisque d'ailleurs nous avons pâti largement de ces problèmes-là, dans ce sens que nous étions sur le terrain donc mercredi, et nous devions sortir de Port-au-Prince, et nous avons eu quasiment 2 heures de retard parce que tout le monde était en train d'aller apporter sa candidature, n'est-ce pas, avec son clan, musique et flonflon. Le carnaval électoral. Voilà, le carnaval électoral. Et c'est vrai que je dois le dire que je suis très surprise, parce qu'il me semble que cela devrait être fait dans la discrétion, dans la simplicité, dans l'humilité, dans ce sens que poser sa candidature pour être chef d'État, c'est une énorme responsabilité. Et c'est une énorme responsabilité qui devrait nous permettre plutôt d'être dans l'ombre que dans la lumière, parce que le travail qui nous attend va demander justement une grande abnégation, une grande humilité et une capacité de se mettre à la disposition de son peuple et non pas de se mettre à la disposition de son ego. Donc pour moi, une manifestation d'une fête telle que je l'ai vue, c'est plutôt une manifestation de son ego. Ça, c'est pas propre aux Haïtiens. Vous voyez ça partout. Aux États-Unis, quand vous voyez les élections, c'est un show médiatique extraordinaire. Oui, c'est pourquoi il y a je crois que c'est un écrivain québécois, je ne me rappelle plus qui disait un candidat est une vanité. Ben, moi, je dirais même que c'est une illusion. Parce que même s'il arrive au pouvoir, ce n'est pas lui qui va faire non plus. C'est pas lui qui va diriger son pays. C'est souvent son entourage qui va le diriger. Et les vraies zones de pouvoir. Et oui, bien sûr, tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes sincères parmi ces gens qui se présentent, mais cela veut dire que c'est une énorme responsabilité. Et surtout, encore une fois, j'insiste sur l'humilité, parce qu'il est très facile de dire celui qui va partir n'a rien fait et je vais faire mieux que lui. Mais il va falloir justement, à partir de ce moment-là, après avoir fait des promesses, il va falloir faire mieux que la personne, et il va falloir tenir compte du contexte, alors que finalement, on se rend compte que dès qu'un parti politique est dans la partie adverse,
elle va utiliser tous les moyens pour prendre justement ce qu'a fait l'autre parti qui est au pouvoir et pour prouver que ce parti politique ou ce chef d'État s'est mal comporté ou a fait des choses par intérêt ou n'a pas été honnête. Mais en fait, ce n'est pas par honnêteté qu'elle va montrer ces choses-là, c'est pour montrer qu'elle fera mieux lorsqu'elle sera au pouvoir. Donc en fait, c'est un rapport de force basé sur le désir de prendre la place de l'autre, mais non pas basé sur le désir de rendre une population plus heureuse. Est-ce que c'est une absence de conscience de responsabilité qui attend? Il est évident qu'une personne qui n'a pas conscience de ce que veut dire se mettre au service de la communauté a un manque de responsabilité. Mais en fait, c'est parce qu'elle a mal interprété la notion de la responsabilité. N'oublions pas, il faut le dire aussi quand même à la décharge de nos hommes politiques, n'oublions pas que ce sont des êtres humains comme nous tous, et qu'ils font aussi des erreurs parce qu'ils n'ont pas été éduqués à être chefs d'État et surtout ils n'ont pas été éduqués pour un rôle d'homme, parce qu'au fond, notre gros problème dans notre société actuelle, je parle de l'humanité entière, je ne parle pas de Haïti, c'est qu'on n'apprend pas à l'enfant son métier d'homme, avant tout. Donc, toute cette situation d'interprétation du rôle de l'homme sur la Terre va se répercuter dans tous les domaines de la société, et y compris dans le domaine des médias, y compris dans le domaine de la politique, y compris dans le domaine de la justice. Donc, au fond, nous nous plaignons d'avoir de mauvais chefs d'État, mais les chefs d'État sont à l'image de notre société. Nous sommes tous responsables. Ciel, comme on dit. Nous sommes tous responsables. Voilà. Ce qui veut dire que nous devons faire un travail de fourmi, à savoir que nous devons apprendre à nos enfants leur métier d'homme, nous devons apprendre aux adultes qui ne l'ont pas encore fait. Alors, il y a des gens qui vont vous demander comment apprendre à un petit être son métier d'homme. Eh bien, le petit être en question, je pense, sera bien plus ouvert que le grand être qu'est l'adulte, parce que finalement, il n'a pas le même enjeu. Le qu'en dira-t-on, perdre la face, enfin, toutes ces choses, il n'y est pas encore bien habitué. Il est plus pur quelque part, parce qu'il est plus jeune, il a moins d'a priori, il a moins de conventions. Et je peux vous le dire d'expérience, apprendre ce métier aux enfants dès l'âge de 6 ans, est beaucoup plus facile que l'apprendre plus tard aux adultes, bien que... Même avant l'âge de 6 ans. Si on parle d'un véritable travail de communication avec l'enfant, ce travail se fait dès l'âge de 6 ans. Par contre, là où le travail en amont est important, c'est pour ça que les formations que je donne et que j'enseigne à mes élèves, donc la communauté des médiateurs pour la paix, doit se faire également aux moniteurs de la petite enfance, parce que ce sont eux, par l'exemple, par leur attitude, par leur comportement avec les enfants, qui vont préparer l'enfant d'avant 6 ans, ensuite à rentrer dans la société et à se développer en famille. Donc le rôle des adultes est vraiment très important aussi pour le développement de l'enfant plus tard. Donc il y a un travail entre 0 et 6 ans et le travail après 6 ans. Et le travail après 6 ans, et ensuite le travail de jeunes femmes et de jeunes hommes. Quelle est ma place dans la société? Qu'est-ce que je représente? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je veux pour mon avenir plus tard? Qu'est-ce que représente l'homme dans la société? Que représente la femme, etc. Ce sont des questions auxquelles chaque être humain devrait répondre en se disant « j'aime ma culture, j'aime mon pays », mais je dois savoir qui je suis avant tout pour pouvoir répondre à cette culture et pour pouvoir éventuellement me libérer de certains carcans, soit de ma religion, soit de ma culture, tout en continuant à perpétuer les bonnes choses de cette religion et de cette culture. Dans le cas des élections en Haïti, on a constaté depuis de longues années, disons, une kyrielle de candidats à toutes les fonctions. Vous ne pensez pas aussi que le fait que ce pays soit devenu le pays de l'impunité par excellence explique aussi des candidats en si grand nombre? C'est difficile pour moi de vous répondre parce que est-ce que Haïti est un pays plus enclin à l'impunité que certains autres pays? Franchement, je ne pourrais pas répondre oui parce que je vois tellement d'injustices dans beaucoup de pays. Et même si je prends quand même notre vie en Occident, il ne faut pas quand même s'imaginer que nous sommes des êtres, qu'il n'y a que des êtres honnêtes
que nos gouvernements sont honnêtes et que tout se passe merveilleusement bien, parce que ce n'est pas le cas, vous voyez. Je dirais que l'honnêteté et le manque d'honnêteté se passent à des niveaux très subtils, hein. Lorsque, par exemple, les gouvernements occidentaux viennent en Haïti, font des promesses, font des grands discours, tout en sachant qu'il y a toujours un intérêt qui n'est pas toujours forcément honnête, hein, finalement, vous voyez, on se rend compte que nous sommes tous quelque part solidaires dans la malhonnêteté, dans les mauvaises intentions, qui ne sont pas toujours louables, et que nous donnons l'impression de faire la charité à un pays qui doit nous dire merci, alors qu'en réalité, nous ne regardons que notre intérêt. Donc, j'ai du mal à vous répondre que oui, cette problématique vient de cette impunité, parce que finalement, l'impunité se trouve partout et se trouvera partout tant que l'être humain n'a pas compris ce qu'était l'amour de lui et l'amour des autres, et tant qu'il n'a pas compris que cet amour doit faire partie du développement à tous les niveaux de la société, que ce n'est pas juste une vue utopique du monde en se disant oui, il y a quelques personnes là, qui parlent d'amour parce que voilà, ils croient au Père Noël ou parce que ils croient un idéal qui n'existera jamais sur la terre, mais nous n'avons pas le choix. C'est que cet amour doit pénétrer toutes les couches de la société, et y compris nos gouvernements, parce qu'ils ne sont pas à l'abri. Ils doivent se rendre compte que s'ils ne gouvernent pas avec cette responsabilité, avec cet amour d'eux-mêmes, avec ce véritable amour de leur pays, pas de leur patrie. Je crois qu'il faut faire une différence entre l'amour de la patrie, qui pour moi est un effet de nouveau de la révolte, du combat, etc., et l'amour de la population, tout simplement, l'amour de mon pays. À partir de ce moment-là, où que nous soyons sur la Terre, il y aura toujours des impunités. Il y a des gens qui pensent aussi que cette ruée vers les fonctions d'État s'explique également par le fait que c'est un pays où la politique est la seule industrie et l'État le principal employeur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que dans tous les pays où l'État est le principal employeur, il y a beaucoup de gens qui ne touchent pas leur salaire. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne vision des choses. Non, parce que la fonction d'État permet le trafic d'influence. Oui. C'est pas le salaire qui est important. C'est parce que ça garantit aussi, je reviens au terme impunité. Quand par exemple un type est sénateur, ou député, ou magistrat, je ne sais pas quoi encore, il bénéficie de moyens de locomotion, avec plaque officielle et vide fumée qui nous permet de faire passer toutes sortes de trafic illicite. Oui, bien sûr, dans tous les pays du monde. Et là, il est sûr de ne pas être arrêté par la police routière, il est sûr de ne pas subir de sanctions. Ce qu'il touche comme salaire d'État ne représente rien face à ce que ça lui rapporte de se livrer à des trafics illicites sous couvert de la protection de l'État. Bien sûr, mais depuis que le monde est monde, tant que l'être humain ne comprendra pas le pouvoir qu'il a à titre individuel, ces situations se reproduiront. Donc là aussi, je vais vous répondre que il y a deux manières, deux visions de voir la situation. Soit nous voyons la situation en victime en nous disant nous sommes une population victime de notre chef d'État et de notre gouvernement et des ministres qui l'entourent, soit nous nous rendons compte que nous avons bien plus de pouvoir que nous le voulons ou que nous croyons, et nous pouvons aussi construire notre pays sans demander à notre gouvernement de le faire pour nous. Parce qu'au stade où nous en sommes actuellement, nous avons deux solutions. Soit nous pleurons sur nous-mêmes et nous nous disons, parce que c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde, et nous nous disons, de toute façon, nous avons un gouvernement avec des gens qui sont intéressés, qui ne travaillent que pour eux à titre individuel et qui ne pensent pas à la population, et donc nous sommes victimes, et nous serons victimes jusqu'à la nuit des temps. Soit nous nous disons, puisque si nous ne pouvons pas compter sur notre gouvernement, nous allons être assez créatifs pour créer ce dont nous avons besoin à notre porte, sans rien attendre de notre gouvernement. Et ce que je vous dis n'est pas un souhait. Ce que je vous dis est ce que nous faisons avec mes élèves de la communauté de médiateurs pour la paix, que ce soit en Afrique, que ce soit en Haïti, que ce soit dans d'autres pays du monde. À partir du moment où un être humain est déterminé à construire sa vie
est déterminé à être indépendant, à être autonome, qu'il sait ce qu'il veut et qu'il fait tout le travail dont nous avons parlé, il va le réussir. Et c'est de cette manière-là que nous allons changer nos gouvernements. Ce n'est pas en attendant que les gouvernements deviennent honnêtes. Ce n'est pas possible, parce qu'ils sont à l'image de notre société. Ce qui veut dire que nous-mêmes, nous devons construire des communautés solides, honnêtes, autonomes, qui prennent soin d'elles-mêmes. Et la multiplicité de ces communautés va créer une énergie telle que nous allons générer des personnes à ce moment-là honnêtes qui seront prêtes à gouverner notre pays. Donc, encore une fois, ne cherchons pas à soigner des symptômes en essayant de trouver enfin un chef d'État qui soit à la mesure de nos désirs, mais construisons un pays à la mesure de nos besoins pour que ce chef d'État un jour se manifeste. Eh bien, Madame Libertino, l'Association professionnelle de l'école privée vous remercie encore une fois d'avoir participé à son émission Former, éduquer, vivre. Nous vous souhaitons bon travail et à la prochaine. Merci, à la prochaine.